polarisation qu'on est en train d'essayer de mettre dans la tête du Tunisien comme une fatalité. Ouais. Mais c'est le moment de bouger pour les autres partis politiques. Le problème, ce n'est pas uniquement pour les autres partis politiques, parce que les autres partis politiques sont en train aussi d'être sur les médias, de parler, éventuellement de donner leurs avis, mais une certaine partie des médias aussi verse dans cette bipolarisation qui, à mon sens, est très désastreuse pour la Tunisie, pour une raison très simple, parce que si demain, et je fais des projections, si demain ces deux partis-là feront coalition pour gouverner le pays, eh bien tout simplement, il n'y aura pas d'opposition dans l'Assemblée des représentants du peuple. Imaginez donc deux partis qui gouvernent, sans opposition. Voilà, on va donc fermer la parenthèse et puis on va revenir aux élections donc législatives ou présidentielles. Quel est le problème par rapport au choix? Juste un fait par rapport à ce que vous venez de dire, il faut que les Tunisiens sachent qu'en Tunisie, il n'y a pas uniquement ces deux partis. Oui. Bah justement. Il y a d'autres partis qui sont très bien structurés, qu'on appelle des petits partis, mais n'oubliez pas que Takat, avant les élections de 2011, était un petit parti. CPR était un petit parti. Hormis Nahda, qui était un parti, je dirais, dans la clandestinité, mais qui était un parti plus ou moins structuré, avec une base qu'on connaît, un peu disséminée, il faut le dire, mais qui était là quand même. Tous les autres partis n'étaient pas donc de grands partis. Et finalement, maintenant, après l'expérience de 2011, on a vu donc des grands partis. Voilà. Donc il ne faut pas verser dans ce que disent certains médias cette fatalité de la bipolarisation. Au contraire, les Tunisiens doivent aller chercher chez les partis qui, à mon avis, possèdent des jeunes technocrates qui promeuvent, je dirais, une autre politique différente de cette bipolarisation. Et là, bien entendu, on ne peut que se féliciter d'avoir de grands partis en Tunisie, mais ce ne sont pas eux qui vont, je dirais, sceller le sort de la Tunisie. Il faut qu'il y ait une concurrence de la part de tous, une concurrence loyale, une concurrence politique loyale, là où tout Tunisien, donc, je dirais, se reconnaît dans un parti. Et n'oubliez pas, Afef, une donne très importante, c'est que le plus grand parti en Tunisie n'est ni des Touns ni nada, mais c'est le parti des abstentionnistes. Lorsqu'on sait que dans les sondages des deux derniers mois, ceux qui ne savent pas pour qui voter, aussi entre 60 et 65% des sondés, là on se dit, là il y a urgence. Et c'est pour cela que la campagne d'affichage qui a été faite par Lizzie, ce fameux astérisque avec 2 points, qui a fait le buzz un peu, c'est une sorte de teasing, qui a réussi, à mon sens, devrait mobiliser les Tunisiens, parce que la plus grande menace pour la jeune expérience politique tunisienne serait une désaffection de l'électorat. On l'a vu pendant les élections européennes. On a vu que la désaffection fera hisser les extrêmes sur la scène politique. C'est pour cela que des partis extrêmes en Europe sont arrivés. Le Front National, il a fait 25% quand même, c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une désaffection. Donc il est temps que les Tunisiens et les Tunisiennes fassent, je dirais, la séparation entre ce que la révolution a apporté et les a déchantés, et le devoir d'aller voter pour donc espérer un avenir meilleur demain. Parce que si nous n'avons pas récolté le fruit de la révolution aujourd'hui, il se peut que nous ouvrons pour que nos enfants aient le fruit de cette révolution. Tout à fait, Nice. Et je voudrais bien justement terminer avec cette note positive, non pas terminer, mais passer à notre sujet. Et puis, donc, présidentielle avant ou législative Alors, avant. Justement, la question ici, à mon sens, est en train d'être discutée au sein du dialogue national. Le dialogue national qui comporte 22 partis, et ce sont les 22 partis qui sont en train de décider qui est le premier à être organisé, qui est le second. À mon avis, ça ne doit pas être les partis, parce que chaque parti va avantager, je dirais, son propre intérêt par rapport à sa visée. Alors que, à mon sens, Lizzie devrait
donc prendre cette décision. Bien sûr, l'ISI devrait prendre cette décision-là pour dire, écoutez, vous vous êtes mis d'accord sur la séparation des élections, autant, moi je vais vous dire, qui va se préparer ou être organisé en premier. Sachant que, c'est-à-dire objectivement et de façon impartiale, on ne peut pas avantager l'une ou l'autre. Oui. Mais pour des considérations, je dirais, techniques, techniques, pour le rodage de l'ISI, à mon avis, il serait plus intéressant d'organiser les présidentielles avant. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les présidentielles vont faire de la Tunisie une très grande circonscription électorale. C'est-à-dire, il n'y aura pas les 27 circonscriptions là électorales et tout. C'est vrai, on va y aller dans les 27, mais réellement, on va juste donc voter une trentaine de candidats qui vont se présenter, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, je ne sais pas. Mais ça ne sera pas je dirais, les 7000 ou les 8000 existants dans les 1 millier de listes électorales comme pour les législatives. Donc ça sera pour l'ISI, je dirais, une bonne entrée en la matière pour se familiariser. D'abord, n'oubliez pas que cette ISI-là est une nouvelle ISI, même si elle comporte 3 anciens membres de l'ancienne ISI. Oui. Mais pour l'ISI, ça serait très bien de commencer avec, je dirais, les présidentielles qui ne seront pas aussi compliquées dans le contrôle, je dirais, dans les recours. Ils ne seront pas aussi complexes et compliquées que les législatives. Les législatives, vous le savez, ce sont les élections les plus importantes, à contrario de ce que peuvent penser les Tunisiens. Les présidentielles sont certes importantes, mais n'oubliez pas que dans la Constitution, les prérogatives du président de la République sont quasiment unanimes, je dirais, semblables à ceux existants pour le président actuel, c'est-à-dire dans la loi relative à l'organisation donc provisoire des pouvoirs publics, c'est-à-dire le président n'a pas beaucoup donc de prérogatives. C'est qui a les prérogatives? C'est les représentants, l'Assemblée de représentants du peuple, de laquelle sera issu donc le chef du gouvernement. Voilà. Enis, là je voudrais poser une question. Est-ce que le résultat des présidentielles peut, dans un sens, on va dire, affecter ou influencer, voilà, le vote pour les législatives? En effet, cette idée est très présente dans l'esprit de certains partis politiques. C'est pour cela que ceux qui ont un candidat pour les présidentielles voudraient que les présidentielles s'organisent avant les législatives, et ceux qui n'ont pas de président ou qui vont soutenir un président qui ne fait pas partie de leur je dirais de leur parti, voilà, de leur parti, vont essayer d'avantager donc les élections législatives. C'est pour cela que des partis comme Nidé Tunis veulent des présidentielles avant. On pourrait le comprendre. Chaque mois compte. Et le Nahda, qui ne possède pas encore donc un candidat, qui ne sait pas encore d'ailleurs si le candidat va être un candidat Nahdaoui ou bien ça va être un candidat hors Nahda mais qui sera soutenu par la Nahda. En tout cas, d'après ce qu'on a pu lire ce matin et depuis hier, c'est Hamadi Jbeli on n'a pas encore tranché. On n'a pas encore tranché. C'est n'oubliez pas que Hamadi Jbeli, il a dit que si jamais il se présente, il va se présenter en tant qu'indépendant, il va pas se présenter en tant que secrétaire général donc du mouvement Nahda. Et en tout état de cause, on est en train d'attendre un peu le dialogue national. Mais je le dis et je le redis, ce n'est pas une bonne chose que cette décision se prenne donc dans le cadre du dialogue national. Oui. Et pour le cas contraire, Anis, si on avance les législatives, est-ce que cela peut influencer le vote pour les présidentielles? Forcément, on joue sur, je dirais, un peu le suivisme des Tunisiens. Vous savez, dans l'euphorie générale, ce parti a gagné les élections législatives. Écoutez, s'il a pu récolter un nombre de voix aussi important, pourquoi pas donc lui donner aussi pour son candidat ou le candidat qui soutient donc les élections présidentielles. D'accord. On est encore en train d'apprendre la démocratie. Parfois, on ne sait pas pour qui on va voter. Et finalement, une déferlante
où, je dirais, le fait de gagner des élections peut influencer éventuellement donc la destinée de l'autre élection. Ce que vous dites est vrai, Afef. Ouais, voilà. Alors, un autre sujet. Juste par rapport au processus électoral, oui. Afef, il est très important de souligner que le vendredi prochain, il va y avoir lieu une conférence de presse sous forme qui sera suivie par un workshop conjointement organisé par l'ISI et l'AECA. Et ça nous intéresse, nous les journalistes, dans la mesure où ça va être, je dirais, une décision commune, comme le stipule la loi électorale, pour mettre au point le décret d'application de la loi électorale s'agissant de la couverture médiatique des élections. Avec les recommandations d'usage, c'est-à-dire une sorte de livre blanc pour les médias. Et cette conférence de presse sera sur invitation, bien entendu, pour les médias, pour que les médias apprennent ou sachent quelles sont les directions vers lesquelles tendent, comment traiter vous savez, c'est un sujet très très important, d'une importance capitale, avec des problématiques énormes par rapport aux candidats qui sont à l'étranger, qui émettent en Tunisie, par rapport aux radios, aux télévisions, les télévisions notamment, qui émettent sur la Tunisie, mais qui ne sont pas de droit tunisien. Comment on va essayer d'équilibrer les chances entre les différents intervenants ici et ailleurs, les listes électorales sur les 6 circonscriptions à l'étranger, comment on va les médiatiser, c'est-à-dire la médiatisation, leur médiatisation, comment elle va être. Donc tout ça, ça va faire l'objet d'une conférence de presse suivie par un workshop organisé conjointement par l'ISI et la AICA, comme le stipule d'ailleurs l'article, je pense, 67 de la loi électorale. Voilà. Une dernière question avant de passer à notre sujet, Anis. Il y a combien de jours entre les deux élections? Alors, selon la Constitution, je vais donner un peu les délais pour comprendre un peu. Alors, le jour du scrutin, il y a donc un jour de silence avant le jour du scrutin, c'est-à-dire là où il n'y aura rien du tout, c'est-à-dire ni propagande ni rien du tout. Un seul jour de silence électoral? Un seul jour de silence. Je me rappelle, pour les élections de 2011, on avait, je crois, 3 semaines. Non. Les 3 semaines, ce sont... Ah, d'accord, j'ai bien compris. Les 3 semaines, justement, c'est le jour du scrutin, une journée de silence électoral, 3 semaines pour la campagne électorale, et puis 3 semaines à partir de la date du scrutin pour la pré-campagne électorale. D'accord. Et entre les deux, c'est-à-dire vous parlez du premier tour, du deuxième tour, de la présidentielle. Il devrait y avoir donc 2 semaines selon la Constitution. Oui. Et si après il y aura les élections, les législatives, alors, il y a combien de jours? Est-ce qu'on peut, c'est pour te poser une autre question. Est-ce qu'on peut contrôler si les résultats le nom du président, est-ce qu'on peut contrôler le travail pour pouvoir voter les législatives, ou bien on n'aura pas le temps? Alors, il y a une obligation constitutionnelle qui semble vouloir être respectée actuellement par tout le monde, par tous les partis politiques, par l'ISI en premier, c'est que les élections se déroulent en 2014, comme c'est indiqué dans la Constitution. Mais on avait ici même, M. Chafiq Sarsar, déjà il y a un mois. Chafiq Sarsar, il a tout simplement dit que moi je voudrais respecter les délais, mais c'est aux partis de politique de transgresser la Constitution s'ils le veulent. Voilà. Et ça dépend de ce qu'on veut dire par les élections en 2014. Est-ce que le vote en 2014 est le résultat, ou bien le vote en 2014 le résultat en 2015? Actuellement, si on essaye de faire une projection par rapport au planning, au rétro-planning, au rétro-planning donc de la campagne électorale, pour les élections, on va y avoir, je pense, je dirais, 3 moments. Le premier tour des présidentielles, éventuellement le second tour, si jamais un candidat ne rafle pas 50% dès le premier plus tour. Des sièges dès le premier tour, ce qui à mon sens me semble difficile. Et puis on aura les législatives, c'est-à-dire 3 scrutins. D'accord. Si on va essayer de respecter
le délai, avec les dates de recours, parce que vous savez, après chaque résultat, il y a les recours devant le tribunal administratif. C'est 20 jours. Exactement, c'est 20 jours. Si on va essayer de faire ça de façon linéaire, c'est-à-dire les élections, le résultat, les recours, la campagne, là, on va déborder sur 2015. Donc, a priori, il y a une solution, un scénario de chevauchement entre les élections. C'est-à-dire, on peut commencer un scrutin, et pendant, par exemple, les dates de recours, on peut passer aux législatives. On peut passer, voilà. C'est-à-dire, il va y avoir un chevauchement. D'accord. Pour qu'on arrive réellement à faire les élections en 2014. Voilà. Alors, un autre sujet, c'est notamment la première visite officielle du roi du Maroc, Mohamed VI. Et surtout cette polémique autour de ce qui s'est passé. Info, intox. En tout cas, il y a des démentis. Oui, il y a des démentis, mais je pense qu'il y a eu un petit incident qui a été amplifié et qui a été donc finalement, je dirais, voilà, étouffé. Mais là, ce que je veux, la question que je veux poser, Enis, quel est l'impact de cette visite? Alors, d'abord l'avantage pour la Tunisie, et puis on voit même des pages Facebook qui ont remercié le roi du Maroc parce qu'il a rendu visite en Tunisie, il est parti à l'avenue Habib Bourguiba, il a salué les gens, il s'est pris en photo avec les Tunisiens. Donc on remercie le roi du Maroc pour ce qu'il a fait, pour la bonne publicité, avec ce qui se passe actuellement, avec la vague de terrorisme qui est de retour, si on peut dire. Donc il a vraiment des supporters. Tout à fait. D'abord, le roi du Maroc est venu ici dans une visite d'État de 3 jours, au cours de laquelle 29 conventions bilatérales ont été signées, c'est pas rien. Bien sûr, cette visite s'inscrit dans la logique des équilibres de force dans la région, parce que nous savons que la Tunisie est proche de l'Algérie. Le Maroc voudrait aussi donc faire le poids par rapport à son existence donc sur la Tunisie. Et ça aussi, c'est un combat, c'est un duel à distance entre les deux. Mais ce qui a été le plus, je dirais, sympathique dans l'histoire, c'est cette visite du roi Mohamed VI dans les artères de Tunis avec une garde très allégée, très allégée. Il était dans une tenue décontractée. Il a été donc choyé par les Tunisiens. Voilà. Moi, je l'ai pas reconnu. Et vous savez, Rafef, il s'est fait même toucher par les Tunisiens, alors qu'au Maroc, c'est un sacrilège de toucher le roi. C'est un sacrilège de le faire. Non, il était là, il était comme un badaud, comme tout Tunisien. Ça fait le buzz mondial. Ça fait le buzz mondial. Un roi qui traverse les artères d'un pays touché par le terrorisme. C'est une très grande publicité que le roi nous a fait. Nous en remercions Sa Majesté pour ce geste, je dirais, spontané et ce geste donc, je dirais, très responsable de vouloir aider la Tunisie sur le plan donc touristique. Un roi qui va dans les artères de Tunis avec une garde allégée, cela signifie citoyens du monde, venez à visiter la Tunisie, il n'y a rien de ce qu'on donc véhicule dans les médias internationaux. Et le terrorisme, il existe certes, mais il est très bien contrôlé. D'ailleurs, il faut bien rappeler que le roi du Maroc est venu avec une dizaine de ministres et 90 hommes d'affaires. Donc, ils ont signé 29 conventions. 29 conventions. Il y aura des affaires, il y aura beaucoup de travail, on espère en tout cas avec le Maroc. Donc, quelle sera la suite après? Est-ce que on peut s'attendre à d'autres visites, d'autres chefs d'État?
D'autres conventions, d'autres investissements, est-ce qu'on peut s'attendre à ça? Oui, déjà les Américains, hier, par la voix de leur ambassadeur en Tunisie... Ils nous ont accordé un autre prêt. Mis à part le prêt, mais ils ont parlé donc d'une conférence des amis pour la Tunisie, pour que les Tunisiens, pour que les amis de la Tunisie viennent pour investir en Tunisie. Ça a été déjà annoncé lorsque Mehdi Jamra est allé voir Barack Obama pour le soutien pour la Tunisie. La Tunisie est en train, je l'espère, de réussir sa transition démocratique. C'est un modèle dans la région. Espérons que nous saisissions cette chance-là pour que les choses avancent, pour mettre de côté les tiraillements politiques et pour donc être tous patriotes pour le bien de ce pays. Voilà. Voilà. On termine le tour de l'actualité avec ce qui s'est passé la semaine dernière. Et le retour, si on peut dire entre guillemets, le retour du terrorisme. Est-ce qu'on peut dire à Nice, il y a un changement de stratégie, un changement de tactique? Là, on est passé à un autre niveau. Hein, on vient chez vous et on fait ce qu'on veut et puis on repart. Est-ce que c'est un avertissement? Comment peut-on qualifier ce qui s'est passé la semaine dernière au sein même du domicile du ministre de l'Intérieur? Écoutez, Afef, le terrorisme frappe lorsqu'on s'attend le moins. C'est ça la définition du terrorisme. C'est-à-dire c'est un acte lâche, c'est un acte de guerre non conventionnelle, et il essayera de tuer lorsqu'il a l'occasion. C'est ça la définition même donc du terrorisme. Par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, trop de points d'interrogation. C'est du terrorisme certes, mais trop de points d'interrogation, des vigiles, je dirais, de la police administrative qui surveille la famille du ministre donc, de l'Intérieur. Ça laisse planer des doutes, des interrogations. On ne va pas parler de doutes, mais des interrogations. Il y a aussi le fait que ces gens-là sont venus pendant 15 minutes à commettre leur forfait sans qu'il y ait une présence policière dans une zone censée être la plus chaude de la Tunisie, chaude en termes de sécurité, là où l'alerte est maximale, là où les meilleurs de nos forces de sécurité et de notre armée existent, et malgré ça, ils font leur forfait. Et puis ils repartent sans crier gare. Voilà. Donc là, je ne veux pas donc me prononcer sur, mais beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations. On espère donc que l'enquête qui a été ouverte par le ministère de l'Intérieur aboutisse pour nous dire encore plus ce qui s'est passé. Passé réellement. Voilà, on va marquer une courte pause musicale, le temps d'accueillir notre invité, M. Moaz Joudi. On se retrouve tout de suite après, toujours dans le cadre de Dans le vif du sujet. Et dans le vif du sujet se poursuit toujours sur la 98.2, la 92.0. On reçoit ce matin M. Moaz Joudi. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour Afef, bonjour Enis. Bonjour. Alors, M. Moaz Joudi, il est le président de l'association tunisienne de gouvernance. Vous avez organisé hier une conférence de presse pour parler de la loi de finances complémentaire que vous avez qualifiée de catastrophe. Je voudrais parler et puis je voudrais poser la question pourquoi. Alors, tout d'abord, c'est un projet de loi de finances complémentaire, soyons clairs, parce que M. Hakim Ben Hamoud, ministre de l'économie et des finances, a réagi hier et a dit que c'est des propositions qui sont, mais il a admis que c'est des propositions faites par le gouvernement Jamra et par le ministère de l'économie et des finances. Peut-être c'est un ballon d'essai, pour voir un petit peu la réaction des experts, des associations spécialisées, de la société civile, et donc réagir par rapport à ces réactions-là. Donc nous avons réagi, mais avant de parler de ça, Rafef, c'est plus important de mettre les choses dans leur cadre. Et donc à partir de là, on va parler de la loi de finances complémentaire, du projet du mois. Alors hier, nous avons fait la conférence de presse parce que nous avons réagi par rapport au dialogue économique. Aujourd'hui, il y a un dialogue national économique qui est en train de se dérouler. L'initiative, c'est le gouvernement Jamra. Nous, dès le départ, nous avons approuvé cette initiative. Pour nous, c'était quelque chose de bien, au niveau démocratique surtout, d'être dans une sorte de démocratie participative, où donc les
programmes ne sont plus parachutés par les gouvernements. Donc il y a une réflexion, il y a une concertation, il y a une co-construction qui se produit avec les acteurs spécialisés dans chaque domaine, et le gouvernement consulte avant d'adopter les programmes. Et donc nous avons dit, c'est une bonne démarche ça, c'est ce qu'on veut. Et alors, ce qui s'est passé après, c'est que, et c'est là où nous avons des réserves, c'est l'organisation et le déroulement du dialogue national économique. Comme idée, c'est une bonne idée. Mais après, ce qui s'est passé, nous avons remarqué que donc il y avait une reprise de pouvoir de la part des partis politiques qui ont donc dominé ce dialogue national économique avec d'autres instances, et des commissions ont été formées. C'est-à-dire les autres instances. Voilà. Alors, c'est-à-dire le GDT et l'UTICA. D'accord. Bon, ce sont des partenaires sociaux, je le concède, et ils doivent, au contraire, être dans ce dialogue national économique. Comme ils sont dans le dialogue national politique. D'accord. Donc, ce que nous avons remarqué, parce que l'idée est claire, c'était de partir à partir d'un programme ou d'un plan d'action, et qu'on discute ce plan d'action pour qu'il soit donc le plus adaptable possible à la situation donc économique nationale, et qu'il puisse ramener le maximum d'adhésion après dans sa mise en œuvre. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on est parti d'une feuille blanche, c'est que des commissions ont été constituées avec des partis politiques de l'extrême droite à l'extrême gauche qui ont des idéologies qui sont différentes en matière économique. Chacun et chaque parti a ses idées. Et donc, nous nous sommes retrouvés dans une sorte de confrontation, de tractation, de conflit politique, alors que la situation économique tunisienne ne peut plus supporter encore de conflits et d'attentes. Nous avons besoin de réagir rapidement. Donc, pour nous, le dialogue économique a été dévié de son objectif, de ses objectifs, et donc de son cheminement. Ouais. Donc, si j'ai bien compris, là, il y a une tension. Alors, Enis, pour te donner un exemple, pour qu'on soit dans le concret, pour que les auditeurs puissent nous comprendre. Vous prenez un parti d'extrême gauche. Vous prenez, par exemple, les Jabha Sha'biyya, le Front populaire. Je les respecte. Donc, ils ont leurs propres idées. Comme vous respectez tous les autres partis. Comme je respecte tous les autres partis, bien sûr. Alors, pour le Front populaire, par exemple, la caisse de compensation est une ligne rouge. Ils vous le disent carrément, on ne touche pas à la caisse de compensation. Il y a carrément des factions du Front populaire qui vous disent, pour nous c'est carrément une ligne noire. Je n'accepte même pas de discuter sur le principe ou sur l'idée de changer quel que soit dans cette caisse de compensation. Pour nous, c'est impossible, parce que la caisse de compensation aujourd'hui, c'est 6 milliards de dinars. En 2010, on était à 950 millions de dinars. Aujourd'hui, nous sommes à 6 milliards de dinars. Et le budget de l'État tunisien, en toute objectivité pour l'intérêt national, ne peut pas avoir les ressources nécessaires pour financer 10,5 milliards de salaires et 6 milliards de dinars de compensation. Excusez-moi, je demande pas d'annuler la compensation, attention, je demande de réformer la compensation. Oui, moi juste une question. Moi, je voudrais un peu critiquer éventuellement votre réflexion et géométrie variable quelque part, si je me peux permettre. Lorsque le gouvernement de la Troïka a avancé cette idée-là, vous avez été essayer de rationaliser la caisse de compensation. Non, on était pour, Anis. Je pense que vous avez été contre et vous avez dit qu'il ne fallait pas donc toucher à la caisse de compensation. Tu es mon ami. Oui, bien sûr. Non, mais là, j'accepte la critique, bien sûr, vraiment constructive. Mais parce que parmi, bien sûr. Non, mais ce sont les auditeurs aussi qui vous font confiance, bien sûr. La question, parce que certains disent aussi, et là c'est le moment de le dire, que vous avez des positions qui changent en fonction donc de celui qui gouverne le pays. Donc, par rapport à la caisse de compensation, on vous a reproché le fait d'utiliser éventuellement cette géométrie variable. Vous étiez dès le départ pour cette compensation, même pendant le gouvernement de la Troïka, même lorsque Farfer a été ministre des Finances. L'un des points de discorde majeurs avec le gouvernement Troïka, c'était les retards en matière de réforme.
parmi les réformes auxquelles nous avons appelé, c'était la réforme de la caisse de compensation. Et nous avons parlé de ça depuis 2011 et depuis 2012 en disant attention, ça va s'empirer et après ça devient donc irréversible. Donc vous étiez contre la façon avec laquelle la Troïka voudrait rationaliser. C'est pas la façon, ils n'ont pas proposé la Troïka jusqu'à la dernière minute, ils n'ont pas proposé un programme de réforme de la caisse de compensation. Ils ont fait le constat, ils ont dit que ça nous coûtait très cher, mais ils n'ont pas réagi par calculs électoraux. Et c'est ce qu'on a reproché. Mais pour le gouvernement Jamra, au contraire, c'est pas parce que on a changé de gouvernement qu'aujourd'hui nous avons lissé nos positions. Au contraire, c'est ce que je suis en train de dire. C'est de dire voilà, je reproche, je salue le gouvernement Jamra parce qu'il a eu cette idée, il a mis en œuvre concernant donc le dialogue national économique. Par contre, je lui reproche le fait de mal gérer l'organisation et le cheminement de ce dialogue national économique. Oui, mais le problème, juste une question parce que là, on a encore d'autres sujets à débattre à Nice. Mais tout à l'heure, vous avez évoqué la divergence des idées ou des partis, des idéologies des partis qui forment le dialogue économique national. Mais là, on a besoin de solutions. Il faut trouver une solution. Il faut réunir les avis. Alors, comment faire? Parce que là, vraiment, la situation du pays ne permet plus de divergence d'idées ou de contradictions. C'est ça, c'est pour ça qu'on a organisé la conférence de presse hier, pour alerter l'opinion publique et les médias et leur dire, voilà, ça se passe mal. Et d'ailleurs, Nidal Oulfeli, qui est le ministre conseiller chargé des affaires économiques, donc a dit que on va retarder encore plus ce dialogue économique. Donc là, il y a un problème, et le problème et le malaise se fait ressentir. Il y a Jabha Charbé qui s'est retiré de ce dialogue en fin de compte. L'UJDT, une fois elle participe pas, une fois elle participe une autre fois. Donc on comprend plus rien. Donc il y a un manque de cohérence, c'est pour ça qu'on dit c'est une occasion en or pour qu'on puisse donc résoudre un petit peu nos problèmes économiques, mais la manière dont on est en train de gérer ce dialogue, elle n'est pas efficiente. C'est pour ça qu'on demande à intervenir, parce que c'est utopique de mettre dans une même commission un parti d'extrême gauche et un parti d'extrême droite ou un parti libéral. FR par exemple, c'est un parti libéral. Mais qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Est-ce qu'on doit les exclure? Pour le moment, pourquoi à Nice on a fait appel à un gouvernement de technocrates et de compétences nationales pour trouver des solutions. Mais pour trouver des solutions, n'oubliez pas aussi, Moaz, que ce gouvernement-là, il a obtenu la confiance de partis qui sont à l'ANC, parmi lesquels, donc Nahda, Jabha Charbéa, tous les autres partis. Et ce gouvernement de technocrates-là, il doit trouver des solutions ponctuelles, mais il ne doit pas, à mon sens, aller dans une restructuration de l'économie, et c'est pour cela que vous ne pouvez pas, par exemple, dire, je ne parle pas de vous, mais en général, le Front populaire qui ne veut même pas discuter de la caisse de compensation. Bon. On peut discuter à FF du bien fondé de la rationalisation de la caisse de compensation, mais là vous êtes en train de toucher le programme électoral du Front populaire. C'est pour ça. Justement. C'est pour ça, à Nice, on demande que les partis politiques, pour le moment, ne participent pas à ce dialogue national économique, qu'ils se concentrent sur la préparation des élections. Oui, mais si jamais des décisions vont affecter, alors, c'est ça la confiance qu'on peut donner, et c'est pour ça qu'on demande... C'est pas une question de confiance, moi. Alors, je termine, Anis. C'est pour ça qu'on demande au gouvernement Jamra de faire ce dialogue national économique avec des instances de la société civile, des unions comme JTT et donc l'UTICA, qui travaillent pour l'intérêt national et qui n'ont pas des intérêts partisans et qui ne sont pas en train de se préparer à des élections. Donc il n'y a pas de calculs électoraux. Donc nous, on va travailler pour l'intérêt national. On va pas remettre en cause toute la compensation parce que ça va toucher la classe moyenne, et la classe des pauvres, mais on va... Je vous donne un chiffre par exemple pour qu'on puisse se mettre d'accord. 12% uniquement de la compensation va aux nécessiteux, aux personnes qui ont besoin de la compensation. Tout le reste, c'est de la dilapidation de l'argent public. Donc, 70% de la caisse nationale de compensation se compose de la compensation des produits qui viennent du carburant et autres dérivés. Donc, il y a un problème à partir de là. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas continuer à faire en sorte comme si il n'y a rien qui s'est passé et donc ça pose pas de problème. Donc, c'est pour ça que nous, on demande techniquement d'ouvrir ces dossiers, de trouver des solutions pour aérer un petit peu le budget d'État pour que je puisse trouver des moyens de financement aux investissements publics qui vont faire bouger la croissance. Justement, aérer le budget de l'État. Là, vous avez fustigé, moi je vous dis, la loi de finances complémentaire. Le projet justement de loi de finances réglementaire. Ça n'a pas encore été complémentaire, oui. Là, je m'en mêle les pinceaux, excusez-moi. Vous me déroutez, en fait.
Et donc vous avez carrément dit cette loi complémentaire pour 2014. Ce projet de loi. Oh là là. C'est la déroute totale. Et moi qui suis juriste, donc... Et tu es catastrophe. Je vais terminer ta phrase, Denis. Voilà. Donc ce projet de loi est une catastrophe. Voilà. Elle est grave, s'il te plaît, voilà. Ça c'est idiomatique, je ne veux pas le traduire. Donc ce projet de la loi complémentaire, loi de finances complémentaire pour 2014, va achever le citoyen. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il en ressort un petit peu? Donc, quelques propositions, quelques mesures, c'est un projet, hein, soyons clairs. Hein. Donc, parmi les mesures, par exemple, le salarié tunisien, hein, qui touche un revenu donc annuel au minimum donc fixé à 10 000 dinars. Donc 10 000 dinars et plus. Imposable. Donc imposable. C'est la classe moyenne. C'est les salaires donc, on de va 800, dire 850 dinars par mois. D'accord. Ouais. Alors à partir de ce revenu-là, vous allez être donc contraint de donner à partir d'une journée jusqu'à 6 journées de salaire. Proportionnellement à l'augmentation de votre revenu. D'accord. Donc ça c'est une première mesure. Est-ce que c'est une seule fois ou bien sur combien de fois? 2014 du moins, pour la loi de finances complémentaire de 2014. Donc deuxième point, les entreprises, toutes sortes d'entreprises, même les entreprises unipersonnelles, même les personnes qui ont des patentes, doivent, en plus de ce qu'ils payent comme taxes et comme impôts sur le bénéfice ou toutes sortes d'impôts imposés aux entreprises, ils doivent donner ce que eux ils ont appelé, le gouvernement, une contribution au budget de l'État fixée au minimum à 5 000 dinars. D'accord. Et donc là, ça devient... Est-ce qu'on prend en considération le chiffre d'affaires ou... On prend en considération un ensemble de paramètres, mais minimum, le plancher, c'est 5 000 dinars. D'accord. Et ça va alourdir encore plus ces entreprises-là, dont on a besoin pour relancer la croissance. C'est des entreprises qui souffrent, qui ont beaucoup souffert après la Révolution, parce que c'est des petites entités qui n'ont pas des réserves, qui n'ont pas de moyens, et aujourd'hui on les taxe encore plus, donc on va un petit peu altérer cette force motrice de l'économie tunisienne. En plus, je termine sur ce point-là, le citoyen tunisien aussi, surtout la classe moyenne qui n'en peut plus, d'accord, qui a besoin d'une bouffée d'air, qui a besoin qu'on consolide son pouvoir d'achat, le relance carrément, donc aujourd'hui elle va payer la facture. Donc nous avons l'impression, Enis, que donc les fautes des responsables et des gouvernants, d'accord, donc c'est toujours le citoyen qui paye ces fautes-là. Et ça, c'est inacceptable. Oui, mais la question qui se pose aussi, tout à l'heure, vous avez parlé donc de gouffres dans le budget de l'État. Il va falloir trouver des ressources. Comment va-t-on trouver des ressources pour endiguer un peu donc ce déficit, je dirais, budgétaire? Bon, je suis tout à fait d'accord avec vous s'agissant de ce prélèvement qui concerne les personnes physiques, parce que si ma mémoire est bonne, les tranches de l'impôt sur le revenu ont été divisées et ont été donc revues vers la hausse, depuis 2 lois de finances maintenant, avec des impositions qui sont devenues de plus en plus contraignantes pour les gros salaires, mais aussi pour les salaires moyens. Autre chose, nous avons toujours ce prélèvement qui a été institué de 1% sur ceux qui ont un revenu en plus de l'impôt sur le revenu, 1% sur les revenus, bien de le rappeler, bien sûr, sur les revenus donc de ceux qui ont au-delà, qui ont des revenus au-delà de 20 000 dinars, je pense, et on va alourdir la charge de des personnes, je dirais physiques, soumises à l'impôt sur le revenu avec ce prélèvement-là. Donc finalement, le salarié reste le bouche-trou du budget de l'État. Tout à fait. Et en plus de ça, Anis, nous avons besoin aujourd'hui de mesures de relance, plus que de mesures d'austérité. Nous avons besoin de faire moins de dépenses publiques. Oui, nous avons besoin de rationaliser un peu plus nos dépenses, de résorber un petit peu le déficit budgétaire qui devient abyssal. Mais de là à faire en sorte que c'est le citoyen qui va payer une autre fois, ça, c'est inacceptable. Et on revient... Alors qu'il y a d'autres moyens pour consolider les ressources budgétaires, une réforme fiscale. On a appelé à ça à plusieurs reprises. Tu peux me dire que la réforme prendra du temps, oui, mais il y a des mesures aujourd'hui de contrôle. Il y a des gens qui ne payent pas le fisc. Soyons clairs. Il y a le régime forfaitaire. Il y a des gens, des professions libérales qui touchent beaucoup d'argent et donc au contraire, nous, on les félicite pour ce qu'ils gagnent,
mais en même temps, ils doivent payer. Ils ne sont pas en train de payer. Il y a beaucoup d'évasion fiscale. Et Nice, il y a l'économie souterraine. 40% du PIB tunisien, c'est l'économie souterraine. C'est de l'argent occulte, c'est de l'argent qui est au noir, qui circule au noir, et l'État n'est pas en train de profiter de cette manne financière. Et au contraire, nous sommes en train de perdre, parce que ça nous coûte en termes d'inflation et d'impact sur le budget de compensation. Et donc ces gens-là doivent payer aussi. Et on doit renforcer le contrôle à ce niveau, au lieu de toucher directement le citoyen. Il y a autre chose aussi, il y a des grandes entreprises, des grands groupes, des grandes banques, et tu as vu les bénéfices des banques, qui ont gagné beaucoup d'argent, qui sont en train de gagner beaucoup d'argent. Quand on commence par ces entités-là, d'accord, en toute proportion, hein, je ne demande pas à s'acharner même si juste, je termine avec ça, en fait, même si pour les banques, pour les sociétés pétrolifères, vous savez qu'ils sont imposés, donc au maximum, c'est pour l'impôt sur les sociétés, c'est 35%. Donc déjà, ils font un grand bénéfice, mais bon, ils peuvent donc contribuer avec des mesures d'accompagnement. Voilà. On remercie infiniment M. Moaz El-Joudi d'être parmi nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Enis, on se retrouve mercredi prochain à partir de 8h dans un autre numéro dans le vif du sujet. Je remercie infiniment Wafé Bouzaïda pour sa collaboration technique. Mohamed Ali Cheib est déjà là pour le flash de l'actualité de 9h, qu'on salue d'ailleurs. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Au revoir et bye bye. Au revoir. Nous rappelons à nos auditeurs que les propos tenus sur nos ondes expriment les opinions des personnes qui les prononcent et n'engagent en rien RTCI. Dans le vif du sujet, avec Enis Moraï.